s'est tenue hier au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. La réconciliation était au cœur de la rencontre. La Cour d'appel de Bouaké a fait sa rentrée judiciaire en présence du ministre de la Justice. 4475 décisions ont été rendues par cette Cour d'après son président. Et puis le top départ de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune a été donné hier à Daoukro. Hommes, femmes, enfants, tout le monde est concerné par cette campagne. Le gouvernement rassure, chaque village aura son point de vaccination. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue chez vous. Avant de développer ces titres, le président Alassane Ouattara est à Cannes. Vous le savez, il a participé aujourd'hui à la 5e édition de la conférence mondiale organisée par l'Institut français des relations internationales. C'est une tribune qui donne l'occasion aux décideurs du monde d'expliquer leur vision de la gouvernance mondiale. Voici un extrait de l'adresse du président ivoirien. Mesdames et messieurs, cette conférence intervient au moment où le monde entier vient d'apprendre le nom des dirigeants des deux superpuissances, avec la réélection du président Barack Obama aux États-Unis et la désignation de Xi Jinping au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois. Alors, ces deux dirigeants dont les futures décisions prises au nom de leur pays, tant au niveau économique que des relations internationales, auront un impact significatif sur l'avenir de l'humanité. Le monde fait aujourd'hui face à des turbulences. Les prévisions publiées récemment par l'OCDE laissent craindre, comme ils indiquent, une reprise mondiale hésitante et inégale, avec des taux de croissance fortement révisés à la baisse, de 1,4% en 2013 contre 2,2% initialement prévu. La carte des nouveaux rapports de force qui se dessinent sous nos yeux nous appelle à un véritable renforcement de la gouvernance mondiale. Et cette gouvernance doit mieux refléter la réalité de ce nouveau monde et répondre aux aspirations des peuples. Une meilleure représentativité dans les instances internationales, y compris au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et des conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale, est nécessaire. La Côte d'Ivoire attendait 2 000 milliards de francs CFA. Elle a obtenu plus, soit 5 000 milliards de francs CFA au terme de la réunion du groupe consultatif sur le plan national de développement. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est rentré hier de Paris où il a pris part à cette réunion. Il s'est entretenu avec les journalistes. Le compte-rendu de Jean-Jacques Comé. Sur les 2 000 milliards de francs CFA attendus à Paris, lors de la réunion du comité consultatif, la Côte d'Ivoire a obtenu pour le secteur public un financement du PND, Plan national de développement, période 2012-2015, environ 5 000 milliards de francs CFA. Côté secteur privé, l'engouement a été le même. Plus de 100 dossiers d'investissement sont annoncés avec des signatures de contrats dans les prochains jours en Côte d'Ivoire. Cette mobilisation des ressources qualifiées de records par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est à mettre à l'actif du chef de l'État Alassane Ouattara qui a piloté personnellement la réunion de Paris. Nous notons vraiment qu'il y a un engouement global pour la Côte d'Ivoire. Donc préparons-nous à accueillir les investisseurs, faisons en sorte que nous puissions donc mobiliser ces ressources pour notamment, comme le président de la République l'a indiqué, aider à l'amélioration des conditions de vie de nos frères et sœurs. Il a indiqué qu'il souhaiterait voir d'ici 2015 la pauvreté être réduite de moitié, c'est-à-dire de 50% actuellement que nous avons, passer donc à 25%. C'est un challenge important et je crois que nous avons la capacité donc de le faire. En retour de ces bons points, une préoccupation a été soulevée, la capacité d'absorption de toutes ces ressources par la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si l'argent arrive, avons-nous la possibilité de consommer l'ensemble de ces montants? La réponse a été oui. Nous avons les structures qui permettent donc de le faire. Et nous avions proposé, et ça a été accepté par les partenaires, la mise en place ici d'un comité de mobilisation des ressources extérieures. Et nous avons une réunion ici le 13 décembre prochain pour la mise en place formelle donc de ce comité de mobilisation des ressources extérieures.
Toujours dans le souci de réussir la vision du chef de l'État Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, il est annoncé la réactivation des discussions régulières, secteur public, secteur privé, et la tenue du forum investi en Côte d'Ivoire en 2013, durant la période octobre et novembre. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics vient d'effectuer une tournée de sensibilisation des opérateurs économiques des régions du Haut-Sassandra et du Tonki, avec pour grande ville Daloa et Mont. Objectif de la tournée, expliquer le fonctionnement des marchés publics et c'est Alvar Assa qui nous explique ce fonctionnement. La réussite de la reconstruction de la Côte d'Ivoire et même son développement après la crise post-électorale va passer en grande partie par une meilleure gestion de la passation des marchés publics, par la bonne gouvernance, a soutenu le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, Coulibaly Nonkarna, tant à Daloa qu'à Mont. D'où les séances de formation sur la passation des marchés publics dans toutes les directions régionales des marchés publics, débutées il y a quelques semaines, a-t-il ajouté. À Daloa et à Mont, le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, Coulibaly Nonkarna, a mis l'accent sur la transparence au niveau de la passation des marchés publics, mais surtout sur le regroupement des entreprises locales, vu leur taille, des petites et moyennes entreprises pour remporter des appels d'offres. La co-traitance consiste à un groupe de petites entreprises de mettre ensemble leurs moyens. L'union faisant la force, elles réussissent ensemble à emporter des marchés qu'elles n'auraient pas pu avoir si elles étaient seules. La sous-traitance consiste à venir aux côtés d'une grande entreprise pour choisir un pan des prestations, fournitures ou travaux exécutés. Et le nouveau code de 2009 a prévu des dispositions où le sous-traitant est officiellement reconnu. Outre le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, les directeurs régionaux des marchés publics de Daloa et de Mont, Kissé Gérard et Bajan, et des responsables de l'ANRNP sont intervenus au cours des séminaires de formation pour expliquer le mécanisme de régulation des marchés publics. Ils ont invité les opérateurs économiques de ces régions, le Haut-Sassandra et le Tonki, à s'approprier la passation des marchés publics et savoir que désormais, ils ne sont plus seuls. Ils ont avec eux l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Parlons maintenant de sécurité. Des individus qui s'apprêtaient à braquer une banque dans les communes du plateau ont été cueillis à froid par des éléments de la police qui les suivaient de près depuis quelques jours. Après des échanges de tirs, 3 individus ont été abattus. Les policiers ont fait le point de leur opération au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Nous on fait le point avec Patricia Omouitia. Des malfaiteurs ont tenté de commettre une attaque à main armée dans une institution bancaire. Mais c'est sans compter avec la vigilance des agents de la police criminelle déjà en alerte. Depuis un certain moment, nous avons le renseignement selon lequel il y a des bandits qui devaient commettre une attaque sur une banque. Donc ils ont mis tous leurs dispositifs en place. Nous étions là très tôt le matin, on a pris toutes les dispositions. Donc nous les avons vus venir, on les a laissés faire. C'est au sorti, quand ils sont sortis de la banque, et au niveau du stade Houphouët-Boigny, nous les avons interpellés et donc il y a eu les échanges de tirs et voilà les 3 bandits qui ont été abattus. Résultat des courses, 3 tués, 2 fugitifs et 1 malfrat arrêté. Pour le commissaire de la direction de la police criminelle, les stratégies de braquage sont devenues le pain quotidien des malfaiteurs, surtout pendant la période des fêtes de fin d'année. Le mois de décembre est un mois de grande insécurité. Les statistiques la testent. On sait que la première quinzaine du mois de décembre est un mois de grande insécurité puisque les malfrats font également leurs provisions pour fêter. Puisque dans la seconde quinzaine, on sait généralement que la police est sur le terrain, l'armée n'ont plus l'opportunité de commettre des actes répréhensibles. Et nous avons été donc instruits par la haute hiérarchie, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, le DGPN, pour mettre en place des patrouilles sécurisées. Le directeur de la police criminelle rassure. Nous, en tant que police criminelle, la mission de lutter contre le grand banditisme, nous constituons en quelque sorte les derniers remparts et nous mettrons tout en œuvre, vaille que vaille, à ramener la sécurité, l'insécurité à des proportions raisonnable. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, est satisfait du travail accompli par ces hommes. Je suis très heureux de voir que nos services ont réagi avec efficacité et je leur demande d'aller plus loin.
Il faut qu'ils arrivent à traquer les bandits. Les Ivoiriens terminent cette année dans des conditions assez difficiles. Nous souhaitons que la paix et la quiétude soient leur quotidien. Je suis venu les encourager au nom du président de la République, du Premier ministre, chef du gouvernement, et on souhaiterait qu'ils soient sur le terrain comme ça au quotidien. Il faut que la pression soit sur les braqueurs. Et au nom du gouvernement, je vais remettre à la direction 10 millions de francs CFA. Et puis, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Yenema Coulibaly, a effectué une visite à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour constater le travail abattu par le personnel médical de la MACA. Accompagné des ministres de la Santé, de la lutte contre le sida, Yenema Coulibaly a invité le personnel médical de la MACA à prendre soin des détenus. Et on reste dans le même chapitre pour dire que la Cour d'appel de Bouaké a fait sa rentrée judiciaire hier. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Justice. Le président de cette Cour a fait le bilan de ses activités. Plus de 4000 décisions ont été rendues. Le reportage de Charles Tatou. Il est 8 heures, ce premier vendredi du mois de décembre 2012, quand la salle d'audience du tribunal de première instance de Bouaké a ouvert ses portes. La cour de cette juridiction vibrant de même de mobilisation des hommes en robe. Ces hommes en robe ne sont que les magistrats et les auxiliaires de justice, notamment les avocats, les huissiers de justice, les notaires, les greffiers et les commissaires-priseurs. Ces différents acteurs de la justice venus des sections des tribunaux du ressort territorial de la cour d'appel de Bouaké y ont marqué leur présence pour prendre part à l'audience solennelle de rentrée 2012-2013 de la dite juridiction. Occasion pour le premier président de la cour d'appel de Bouaké, Blaise Moktaré, de faire son bilan. Bouaké, de Korogo, ainsi que leurs sections détachées, Katiola, Mbayako, Tumodi, Bongwanou, Dimbokro, Bundiale et Odiele, ont rendu aux civils en toute matière un total de 4475 décisions. Le procureur général Koné Kalilou se réjouit du travail abattu par les magistrats pour faire retrouver au juge sa place dans la cité. Quand le bâtonnier Adjé Kakouluk déplore la lenteur de l'appareil judiciaire ivoirien. Toutefois, il annonce un partenariat avec le ministère comme contribution de l'ordre des avocats à l'œuvre de justice. Cet accord de partenariat vise à permettre un centre d'écoute permanent et de formation permanente des justiciables les plus vulnérables, en priorité les femmes et les enfants, et de façon générale, disons les indigents. Présent à cette rentrée judiciaire, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Yenema Coulibaly, prodigue des conseils. Il est question pour nous de réconcilier la justice avec les Ivoiriens. La justice avec les Ivoiriens, les réconcilier, c'est demander aux juges d'être transparents dans ce qu'ils font, de s'éloigner des petits bruits, qu'ils aient un comportement qui leur permet d'être au-dessus des critiques dont nous avons écho actuellement, qu'ils fassent leur travail dans la célérité. Le ministre a fait don d'un ordinateur au greffier de Bouaké et quelques recueils de tous les textes publiés par les acteurs des droits de l'homme. Je vous le disais dans les titres, Marceline Yéproust du quotidien Fraternité Matin et le Super Ebony 2012, la 14e nuit de la communication a eu lieu hier. Elle avait pour thème médias et réconciliation. Et Jeannette Oubé, journaliste à RTI 1, a été Ebony Télé. Le ministre de la Communication, Afoussata Bombalamine, a invité les journalistes à prendre leur place dans le processus de réconciliation au cours de cette cérémonie. On reste dans le même temps pour dire que l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire est en congrès ordinaire depuis hier à Grand-Bassam. Il s'agit pour les journalistes membres de l'OJPCI de plancher sur la vie de leur organisation et d'élire leur nouveau président. Ce congrès a pour thème liberté et responsabilité de journalistes professionnels en période de réconciliation. Herman Yamia, Alexis Ouedraogo.
Premier congrès ordinaire de l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, depuis sa création en 2009. Les journalistes membres de cette organisation professionnelle sont à pied d'œuvre depuis vendredi pour le renouvellement des organes dirigeants, avec en point de mire l'élection d'un nouveau président. Nous nous inscrivons toujours dans la continuité, mais en mettant une fois encore l'accent sur le professionnalisme, sur le respect de l'éthique et de la déontologie. Thème retenu pour ce congrès, liberté et responsabilité du journaliste en période de réconciliation. Une occasion donc pour Franck Kouassi, représentant le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, parrain du congrès, d'exhorter les journalistes à plus de professionnalisme en vue de contribuer efficacement au processus de réconciliation nationale. Des propos soutenus par Josette Barry et Marie-Laure Diomand, respectivement représentantes du ministre de la Communication et du gouverneur du district d'Abidjan. Noël Yao, dans sa conférence sur le rôle du journalisme dans une période de réconciliation, insistera, lui, sur la responsabilité des journalistes en période de crise. Cette période aujourd'hui de réconciliation nationale, le journaliste ivoirien doit pouvoir accompagner le discours d'apaisement, le discours de concorde nationale et d'union de tous les fils et de toutes les filles de Côte d'Ivoire pour que nous puissions aller ensemble à la réconciliation. Parce que voyez-vous, la liberté de la presse n'est rien si il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réconciliation. À l'issue des travaux qui prendront fin ce samedi 8 décembre à Grand-Bassam, on saura qui succédera à Pascal Brouaka, le président sortant. La lutte contre la corruption était au cœur de l'audience accordée par le secrétaire national de la présidence, Meïté Sendou, à la directrice régionale Afrique de Transparency International. On en parle avec Honorine Aïnigori. Transparency International a publié le 5 décembre 2012 son indice de perception de corruption 2012. Un classement évaluant 176 pays en fonction de la perception du niveau de corruption affectant leur administration publique ainsi que les classes politiques. Cette année, la Côte d'Ivoire voit une amélioration notable de sa position qui passe de la 154e place à la 130e entre 2011 et 2012. Beaucoup a été fait pour la lutte contre la corruption dans notre pays et beaucoup reste à faire. Chantal Ouimana, directrice régionale Afrique de Transparency International, souhaite que chacun y mette du sien pour éliminer ce fléau. C'est un devoir et c'est une responsabilité de chaque citoyen de promouvoir, de lutter contre la corruption. Parce que la corruption, c'est une atteinte aux droits économiques et sociaux. Je sais que quand on parle des droits, en général, on parle des droits civils et politiques. Mais les droits économiques et sociaux, on sait que c'est ça qui amène les conflits dans la plupart de nos pays. C'est pourquoi elle a rencontré le secrétaire national à la gouvernance, Meïté Sendou, pour lui faire part d'un séminaire sur la lutte contre la corruption et la culture de l'intégrité par la jeunesse qui débute lundi prochain. Les jeunes, c'est les citoyens, on les appelle d'habitude les citoyens de demain, mais c'est les citoyens d'aujourd'hui. Et ils ont un rôle important. Mais comme ils sont encore jeunes, des fois ils sont vulnérables à différentes influences politiques, économiques, sociales. On veut passer une semaine avec eux pour réfléchir sur comment en fait mieux utiliser leur dynamisme de jeunes pour la promotion de la bonne gouvernance dans leur cadre, pas nécessairement faire partie d'un parti politique, pas nécessairement chercher à être, mais à être jeune et intègre, parce que les deux sont possibles et les deux, on devrait les avoir. Du côté du secrétariat à la gouvernance et au renforcement des capacités, cette année, dans le cadre de la lutte contre la corruption, il a élaboré un programme d'activités centré sur 3 grands axes. Le renforcement du cadre juridique et institutionnel de la gouvernance à travers l'adoption des lois sur l'enrichissement illicite et la lutte contre la corruption et la mise en place des organes de mise en œuvre ainsi que la création de l'Observatoire de la gouvernance,
l'élaboration de documents de planification stratégique en matière de réforme et de renforcement des capacités dans divers secteurs et la mise en œuvre de programmes de projets avec l'appui financier et technique des partenaires au développement. Parlons maintenant avec Patricia Omou de la présentation aux populations des préfets des départements de la région du Nawa. Les préfets des départements de la nouvelle région de la Nawa, présentés aux populations dans les différents chefs-lieux du département par le préfet de région Ali Kwadio. À Gueyo, Buyo et Meagui, Ali Kwadio a livré le même message aux populations, celui de la solidarité et de la franche collaboration avec leurs préfets. Les élus locaux de Gueyo, Buyo et Meagui ont également exprimé leur satisfaction d'accueillir ces autorités administratives. Les nouveaux préfets s'engagent tous à être à la hauteur de la mission à eux assignée par le président de la République, Alassane Ouattara. Et on aborde maintenant le volet sanitaire de ce journal. La campagne de vaccination contre la fièvre jaune a démarré officiellement hier à Daokro. Les populations sont sorties nombreuses pour se faire vacciner. Il s'agit de la deuxième phase de la campagne de vaccination. Plus de 6 millions de personnes devront être vaccinées. Le gouvernement rassure, chaque village, chaque campement aura son point de vaccination. Fatou Fofana. Les habitants de Daokro ont été les témoins du lancement officiel de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Depuis que je suis né, je n'ai jamais été vacciné. De toute ma vie, jamais. J'étais habitué aux médicaments traditionnels. Aujourd'hui, je le ferai. Je suis venu me vacciner parce que mon père m'a dit si on ne se vaccine pas contre la fièvre jaune, il va tomber malade. Les représentants de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire et du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida ont souligné l'importance que revêt cette campagne de vaccination avant d'inciter tout le monde à se faire vacciner maintenant, car la prochaine campagne aura lieu en 2021. La Côte d'Ivoire tient particulièrement à éradiquer la fièvre jaune. Elle a déjà occasionné trop de pertes en vie humaine. En 1899, elle a causé le transfert de la capitale de la Côte d'Ivoire, de Grand-Bassam à Bingerville. De nombreuses autres épidémies se sont ensuite déclarées au fil des années. La dernière date de 2010, où 17 districts sanitaires ont été atteints. Pour cette deuxième phase de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune, le gouvernement ivoirien rassure. Chaque quartier, village et campement aura son point de vaccination. Démarrée simultanément dans 33 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, elle se poursuivra jusqu'au 13 décembre. Les fondations Children of Africa et Ariel Glaser ont fait des dons de matériel au service de pédiatrie et de gynécologie du CHU de Cocody. Ce don s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le sida. On en parle avec Abou Sanogo. Réduire de manière significative le taux d'infection au VIH et sida chez les enfants. C'est l'enjeu de la journée de réflexion organisée à l'occasion de la 25e commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida au CHU de Cocody. Occasion pour la Fondation Children of Africa et la Fondation Ariel Glaser de marquer leur adhésion au thème de cette journée commémorative. Objectif zéro, avec zéro discrimination, zéro infection et zéro décès. Pour marquer leur ferme volonté dans la lutte contre ce fléau, les fondations Children of Africa et Ariel Glaser ont fait des dons de matériel au service de pédiatrie et de gynécologie du CHU de Cocody. Ainsi, la fondation de Mme Dominique Ouattara a rénové entièrement la salle d'éveil du service de pédiatrie et a offert des livres et des jeux éducatifs pour les tout-petits. Quant à la fondation Ariel Glaser, elle a rénové la salle de l'assistante sociale et a offert du matériel d'équipement au CHU de Cocody. Pour le docteur Son Jérôme, représentant de la Fondation Children of Africa, les deux fondations mènent le même combat pour le bien-être des enfants. Adé Marie, représentante de la Fondation Ariel Glaser, a fait le bilan des actions de lutte contre la pandémie pour l'année écoulée. Le taux de séroprévalence du VIH-Sida est en chute de près de 50% dans plus de 25 pays, selon les responsables pays de l'ONU-Sida. En Côte d'Ivoire, de 12% en 2003, le taux de prévalence est passé à 3%. On reste dans le domaine de la santé pour parler cette fois des nuisances sonores. Les jeunes sont de plus en plus exposés au bruit. Ils écoutent la musique avec des baladeurs, participent aux concerts, vont dans des boîtes de nuit. Cela a-t-il un impact sur leur santé? La réponse dans ce reportage. Tous les sons
n'endommage pas l'oreille. Seules les expositions quotidiennes au bruit à un niveau sonore trop élevé sont facteurs de troubles auditifs. L'écoute de la musique avec des baladeurs pendant de longues heures, la fréquentation de lieux où le son de la musique est trop élevé peuvent endommager l'appareil auditif de diverses manières. Au début, vous pouvez avoir des traumatismes qui peuvent arriver subitement si vous êtes placé à côté d'une source sonore trop élevée, ou c'est des acouphènes, c'est-à-dire que vous avez des bruits dans l'oreille, ce que nous disons des bourdonnements de l'oreille, des sifflements de l'oreille, ou des pertes transitoires de l'audition. Les sons graves et aigus peuvent nuire à la santé en donnant des vertiges, de la fatigue, des maux de tête, de l'énervement et de l'agressivité. Et là, la musique n'adoucit plus du tout les mœurs. Après la santé, on passe à l'éducation. Le maire de la commune de Treichville, François Amichia, a offert des prises en charge, le tout d'une valeur de 100 millions de francs CFA aux élèves et étudiants de sa commune. Le commentaire d'Abou Sanogo. La cérémonie qui a eu pour cadre la salle de mariage de la mairie a regroupé chefs d'établissement, autorités coutumières, parents d'élèves et responsables communaux. Dans leurs interventions, le directeur de la jeunesse et de l'éducation, Ali Thiro, et le porte-parole des chefs d'établissement, le père Ndja, ont salué le geste du maire qui a dégagé 100 millions de francs CFA pour soulager 1475 élèves et leurs parents. Au nom de ses camarades élèves et étudiants, Kamara Aïcha a dit toute sa reconnaissance au maire Amichia et à son conseil avant de leur promettre des résultats positifs en fin d'année. Le premier magistrat de la commune a pour sa part invité toute la population à ne lésiner sur aucun moyen dans la promotion de l'éducation. Les années où nous n'avons pas pu faire de prise en charge scolaire parce que l'État de Côte d'Ivoire était en difficulté et n'a pas pu, par le Trésor, honorer les prises en charge. On a vu la tristesse dans les familles. On a vu la tristesse sur le visage des enfants. Nous étions interpellés chaque fois qu'un enfant était pris par les forces de sécurité parce qu'il avait commis un délit. Tout cela parce qu'il était enfant de la rue. Je crois que personne ne veut revivre cela. Et c'est pour cela que nous préférons investir dans le social. La présente cérémonie de remise de prise en charge scolaire est la 15e du genre dans la vie du conseil municipal de Treichville. Toujours dans le même chapitre, la réhabilitation par l'ONUCI de l'EPP Sogefia 1. L'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire a répondu à l'appel du comité de gestion de l'école. L'EPP Sogefia 1 a retrouvé un nouveau visage, d'après ce reportage du Gervais Blé. Un soulagement, cette réhabilitation pour les enseignants et leurs élèves, également pour les parents d'élèves. Les travaux entrepris par l'ONUCI mettre fin à 5 années difficiles pour ceux qui fréquentent l'école primaire publique Sogefia 1. Cette école de la commune de Yopougon, restée délabrée pendant plusieurs années, sans toit, aux grandes dames des élèves et de leurs encadreurs. Le souci de l'ONUCI qui répond ainsi favorablement à l'appel du comité de gestion de l'établissement, l'amélioration du cadre de formation et d'éducation, soulignera le capitaine Onofoga. Avec la réhabilitation du bâtiment C, s'offre aux élèves et aux corps enseignants de meilleures conditions d'études et surtout la fin de la double vacation. Une perspective heureuse saluée par Akabosson Hubert, le président du comité de gestion COGES de l'EPP Yopougon Sogefia 1. Corps enseignants, élèves et parents d'élèves ont marqué leur gratitude à l'ONUCI, engagés à donner un nouveau visage à leur établissement. Dans le domaine agricole, cette distinction de plusieurs planteurs d'EVA dans la région de Grand-Bérébi, ils ont été primés par la société de caoutchouc de Grand-Bérébi. Le commentaire de Thérèse Yoboué. Des diplômes d'honneur, des équipements de saignée complets, des bons d'essence et de ciment, des fongicides, du matériel informatique. Voilà les prix décernés à 75 planteurs, délégués des planteurs, coopératives et chauffeurs de la SOGB, Société de caoutchouc de Grand-Bérébi. Également, 2 motos, prix spéciaux du directeur général de la SOGB, ont été offertes à 2 planteurs pour leur courage et leur abnégation au travail. Les lauréats ont souhaité que pareille initiative se tienne très souvent. Le directeur général de la SOGB a profité de cette occasion pour demander aux planteurs
de suivre les conseils des moniteurs d'encadrement pour créer des plantations qui respectent les normes agronomiques et qui garantissent une bonne production à l'hectare et donc un bon revenu. Il a conseillé également aux planteurs de ne pas abandonner les cultures vivrières au profit des cultures durantes. Pour 2014, la Direction générale annonce une augmentation significative de plants mis à la disposition des planteurs. La SOGB est implantée dans la région depuis 41 ans. Elle fait de Grand Bérébi une grande région évéicole qui occupe la 3e place nationale en nombre de planteurs, la seconde au niveau de la production de caoutchouc naturel et est 3e producteur d'huile de palme. Et c'est à Grand Bérébi que prend fin ce journal. Merci de votre attention. À demain.